Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée au mécanisme de la création monétaire. Commençons, comme d'habitude, par regarder ce que nous dit le programme sur cette question. Cette notion de bilan, on va la retrouver dans le questionnement qui s'intitule « Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?» On va se donner pour objectif de comprendre comment le crédit bancaire contribue à la création monétaire à partir du bilan simplifié d'une entreprise et de celui d'une banque. Donc vous le voyez, le programme nous le dit clairement, on ne peut maîtriser le processus de création monétaire que si l'on maîtrise préalablement le principe du bilan comptable. Je vais donc partir du principe que vous maîtrisez la notion de bilan. C'est pourquoi, dans un premier temps, je vais simplement faire un rappel sur ce que c'est un bilan, avant d'expliquer, dans un second temps, comment le bilan est utilisé pour analyser le processus de création monétaire. On rappelle pour commencer que le bilan, c'est tout simplement un tableau organisé en deux colonnes, une colonne actif et une colonne passif. L'actif représente ce que possède l'entreprise, ce dont elle est la propriétaire. Et le passif représente la façon dont elle a financé son actif, comment est-ce qu'elle en est devenue la propriétaire. L'actif immobilisé rassemble ce que l'entreprise possède de manière durable, sur longue période, par exemple une machine. L'actif circulant regroupe ce que l'entreprise possède, mais de manière non durable. Par exemple, une somme sur un compte courant. Effectivement, les entreprises ont des dépenses à effectuer quotidiennement, ce qui suppose que les sommes inscrites sur leur compte ne sont jamais les mêmes. Elles circulent donc. Côté passif, on a les capitaux propres. On trouve dans cette catégorie les moyens de financement internes. Par exemple, un apport personnel. Imaginons que le propriétaire de l'entreprise est hérité d'une certaine somme, qu'il investit dans son entreprise, eh bien, ça fera du capital propre. Mais on y trouvera également le capital social, qui est constitué de la valeur cumulée de toutes les actions possédées par les actionnaires. On pourrait également intégrer dans cette catégorie les bénéfices des années précédentes qui ont été mis en réserve, mis de côté et qui font également partie des capitaux propres. Une partie de l'actif peut également avoir été financée par emprunt, ce qui génère des dettes. Donc on va retrouver ici des moyens de financement externes, donc par exemple un crédit bancaire, dans l'hypothèse où les chefs d'entreprise ou les actionnaires ne posséderaient pas suffisamment de capitaux propres pour financer leur actif, eh bien on peut supposer qu'ils vont faire appel à un financement externe, le plus simple étant de faire appel à une banque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'actif est forcément égal au passif. C'est le principe de la comptabilité en partie double. Chaque écriture côté actif fait l'objet d'une écriture parallèle côté passif. Et c'est logique, puisque ce que l'on possède a forcément été acquis d'une certaine façon, soit parce qu'on avait des sous de côté, soit parce qu'on a emprunté. Mais dans tous les cas, la valeur des capitaux investis sont forcément égaux à la valeur des capitaux possédés. En guise d'illustration, on va prendre un exemple de bilan simplifié d'une entreprise fictive. Alors, comment lire ce bilan? On a bien un côté actif qui va regrouper tout ce dont l'entreprise est la propriétaire et un côté passif qui regroupe les moyens de financement utilisés. En actif immobilisé, on va retrouver tout ce dont elle est la propriétaire sur longue période, donc un local pour 30 000 €, des camions, du matériel informatique. Donc on voit que tous les moyens de production qu'elle utilise durablement, leur valeur s'élève à 63 000 €. Côté actif circulant, on a ce qu'on appelle des disponibilités à la banque. Le DAV, c'est le dépôt à vue, c'est tout simplement le compte courant de l'entreprise sur lequel elle dispose de 7 000 €. Donc le total de l'actif immobilisé et de l'actif circulant nous donne le total de l'actif, ici 70 000 €. Comment cet actif a-t-il été financé? Il a été financé sous la forme de capitaux propres. Les dirigeants de l'entreprise ont fait un apport personnel de 10 000 € et
ils ont également mis en réserve une partie des bénéfices des années précédentes à hauteur de 40 000 euros. On retrouve ici un montant de capitaux propres d'une valeur de 50 000 euros. Enfin, une partie de l'actif a été financée grâce à des dettes, notamment un emprunt souscrit auprès d'une banque qui s'appelle ici le Crédit Général pour 15 000 euros. Et enfin, certains des fournisseurs de l'entreprise lui ont fourni leurs produits, mais sans exiger le règlement immédiat. Autrement dit, l'entreprise réglera 5 000 euros à ses fournisseurs de manière à différer dans le temps, ce qui revient en fait à faire un crédit. Donc 15 000 plus 5 000, on a ici 20 000 euros de dettes qui ont servi pour financer l'actif. 50 000 plus 20 000, on retrouve bien un total du passif de 70 000 euros qui est bien égal au total de l'actif. Voilà, j'espère que ce rappel sur le principe du bilan vous a paru clair, que vous maîtrisez bien maintenant le principe du bilan. On va maintenant utiliser le bilan pour analyser le processus de création par les banques. On va imaginer une économie très simplifiée dans laquelle il y aurait 4 agents économiques. Une banque centrale, vous la voyez ici, qui, je le rappelle, est la banque des banques. Une seule banque, donc une banque commerciale, qui est elle-même donc cliente de la banque centrale. Et 2 entreprises, A et B, qui sont donc toutes les 2 clientes de la seule et unique banque de cette économie. Ce qui est important de comprendre, c'est que les comptes courants des entreprises A et B font partie du passif de leur banque et plus précisément forment une dette pour la banque. En effet, la banque s'engage à mettre à disposition des 2 entreprises les sommes qui vont s'inscrire sur leur compte. En conséquence, les comptes courants de nos entreprises peuvent être considérés comme une dette pour la banque. Même chose du point de vue de la banque centrale, puisque la banque est la cliente de la banque centrale, alors le compte de la banque se situe au passif de la banque centrale et la banque centrale possède elle-même un compte courant qui va rassembler ce qu'on va appeler la monnaie banque centrale ou bien encore la base monétaire. Voyons comment tout ceci va fonctionner. Première étape, on va imaginer que la banque de cette économie accorde un prêt à l'entreprise A d'un montant de 100 000 euros sur 10 ans. Une banque commerciale ne peut créer, on le rappelle, que de la monnaie scripturale. En conséquence de quoi, lorsqu'elle va accorder son crédit, elle va inscrire la somme prêtée, donc ici 100 000 euros, sur le dépôt à vue de l'entreprise A. On dit que les crédits font les dépôts puisque le crédit est déposé sur le compte courant de l'entreprise A. Ici, on le voit, il y a un problème puisque le bilan de l'entreprise A n'est pas équilibré. Pour l'équilibrer, il faut comprendre que cette somme qui a été déposée sur son compte doit être remboursée. Autrement dit, c'est une dette. Donc, comment l'entreprise A a-t-elle obtenu ces 100 000 euros? Grâce à une dette souscrite auprès de la banque. Je l'inscris ici dans le bilan de l'entreprise. Et comme l'entreprise A est bien cliente de la banque, cette somme va se retrouver également au passif de la banque puisqu'elle s'engage à mettre cette somme à disposition de l'entreprise A lorsqu'elle le demande. Cette fois-ci, c'est le bilan de la banque A qui se retrouve déséquilibré. Comment je fais pour l'équilibrer? Eh bien, je considère, puisque cette somme doit être remboursée, je considère que désormais la banque détient une créance sur l'entreprise A, c'est-à-dire un droit à être remboursé de combien? Bien 200 000 euros, c'est-à-dire le montant du crédit. Donc on a bien ici des bilans équilibrés, le dépôt à vue du client a été financé grâce à sa dette et la banque détient une créance du fait qu'elle a accordé un crédit ici déposé sur le compte de l'entreprise A. Étape 2. On imagine maintenant que notre entreprise A va dépenser les 100 000 euros qu'elle a empruntés auprès de l'entreprise B pour lui acheter des machines. On suppose que l'entreprise B produit des machines
et que cette entreprise vend les machines qu'elle produit en direction de l'entreprise A. Donc qu'est-ce qui va se passer? Puisque l'entreprise A dépense 100 000 euros, son compte va passer à 0 dans son bilan comme dans celui de la banque. En revanche, les 100 000 euros vont être transférés en direction du dépôt à vue de l'entreprise B. Cela va donc augmenter le bénéfice de l'entreprise B, ce qui va se retrouver ici dans ses capitaux propres. Ok, donc même chose au niveau du compte courant de l'entreprise B, ici. Donc pour la banque, ça ne change rien, hein. On voit qu'il y a toujours 100 000 côté actif et toujours 100 000 côté passif. Il y a simplement eu un transfert, hein, du compte courant de l'entreprise A vers celui de l'entreprise B. En revanche, le bilan de l'entreprise A, là, il n'est pas équilibré. Il n'est pas équilibré parce qu'on n'a pas tenu compte du fait que ces 100 000 euros qui ont été transférés sur le compte de l'entreprise B se retrouvent dans son actif sous la forme de machines. Elle a acheté des machines pour un montant de 100 000 euros. Cela fait partie de son actif. Et donc, ça nous permet d'équilibrer le bilan. Troisième étape, quelles vont être les conséquences de ces différentes opérations pour la banque? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre entreprise B, qui a désormais 100 000 euros sur son compte, peut vouloir une partie de cette somme sous forme fiduciaire. Or, problème, notre banque ici, qui est une banque commerciale, n'a pas le pouvoir de créer de la monnaie fiduciaire. Seule la banque centrale a le pouvoir de créer de la monnaie fiduciaire. Donc, pour pouvoir faire face aux demandes de retrait au guichet de l'entreprise B, la banque ne va pas avoir le choix ici. Elle va devoir emprunter auprès de sa propre banque, la banque centrale, la monnaie fiduciaire qui lui permettra de répondre aux demandes de retrait de l'entreprise B. Comment ça va se passer? La banque ne va pas emprunter à la banque centrale la totalité des 100 000 euros. En réalité, elle sait par expérience que l'entreprise B ne va pas retirer en moyenne plus de 10% des sommes qu'elle détient sur son compte. Autrement dit, 10% de 100 000, il suffit à la banque d'emprunter 10 000 euros sous forme fiduciaire à la banque centrale pour pouvoir satisfaire les demandes de retrait de l'entreprise B. C'est ce qu'elle va faire. La banque va demander à la banque centrale 10 000 euros sous forme de base monétaire, ici sous forme fiduciaire. Donc les crédits toujours font les dépôts, la banque centrale dépose 10 000 euros sur son compte, même chose ici. Donc désormais notre banque a une dette sur la banque centrale d'un montant de 10 000 euros. D'accord? Donc ici, le bilan de la banque est équilibré, le bilan de A et B est équilibré, reste à équilibrer le bilan de la banque centrale. 10 000 euros sont sur le compte de la banque qui ont été obtenus grâce à quoi? Grâce au prêt de la banque centrale. On est donc en droit de dire que la banque centrale détient une créance sur la banque, c'est-à-dire un droit à être remboursé d'un montant de 10 000 euros. À charge pour la banque de se débrouiller pour récupérer ces 10 000 euros et rembourser dans un second temps la banque centrale. Cette vidéo consacrée au mécanisme de la création monétaire est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous affiche le bilan à retenir. N'hésitez pas à faire des pauses, à faire des retours en arrière et à me poser toutes questions utiles. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.